Bonjour à tous, je suis Benoît Suzon, chef de clinique dans le service de médecine interne du professeur Deligny au CHU de Martinique. Je vais vous présenter le cours sur la sarcoïdose. Le cours va être, le contenu du cours surtout va être distingué en items de rang A en rouge et en items de rang B en bleu. En rouge, donc, vous avez la définition de la sarcoïdose, qui est donc une granulomatose systémique de cause inconnue. C'est à savoir, c'est important, c'est un item de rang A. On retrouve à l'histologie un granulome épithélioïde avec des cellules géantes sans nécrose caséeuse. C'est une pathologie systémique, et donc systémique en tant que tous les organes peuvent être atteints, ou en tout cas qui peut avoir une atteinte de plusieurs organes. La sarcoïdose, c'est surtout le poumon et le système lymphatique, mais on verra plus tard que plusieurs organes donc, peuvent être atteints. On rentre sur l'épidémiologie, qui est un item de rang B en bleu, avec des chiffres de l'ordre de 10 pour 100 000 habitants en France, avec un gradient nord-sud, gradient qui existe aussi dans d'autres pathologies. Classiquement, et sur les données anciennes, il y avait la sarcoïdose qui était décrite comme plus fréquente chez les sujets d'origine africaine ou afro-caribéenne, avec une prédominance féminine et des formes plus graves. Pour ces deux derniers items de prédominance féminine et de formes plus graves, cela s'est vérifié. Par contre, l'incidence plus élevée n'a pas été confirmée dans une étude en Guadeloupe qui a été menée, en tout cas dirigée par le professeur Cordel. La physiopathologie est un item de rang B, donc elle associe des facteurs génétiques et environnementaux à une réaction immunitaire cellulaire spécifique qui va aller mettre en jeu des lymphocytes qui vont produire des cytokines, activer d'autres cellules, des macrophages, monocytes, former le granulome qui va produire un certain nombre de molécules et notamment l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui, nous le verrons, va servir au diagnostic de la sarcoïdose. En tout cas, va rentrer dans la batterie de tests effectués pour aller renforcer l'idée, renforcer le diagnostic positif de la sarcoïdose qui, je vous le répète, est histologique. Quelques circonstances du diagnostic. Finalement, la sarcoïdose peut être de découverte fortuite sur une radio de thorax réalisée en bilan de sport, en trauma thoracique, découverte d'adénopathie médiastinale, d'adénopathie médiastino-hilaire à la radio de thorax ou au scanner. C'est une situation relativement fréquente. Les patients peuvent avoir de même des symptômes respiratoires traînants, un peu de toux, un peu d'essoufflement. Et puis, les choses peuvent aussi débuter, ou en tout cas prédominer sur un mode extra-thoracique, notamment avec ici l'érythème noueux, qui est décrit et qui est représenté ici, qui est un item de rang A, à savoir une hypodermite. Ce sont des nodules hypodermiques douloureux qui se retrouvent dans la sarcoïdose, mais aussi dans une panoplie d'autres étiologies qu'il faudra connaître comme cause de l'érythème noé. D'autres manifestations que l'érythème noé sont les douleurs articulaires, les lésions cutanées que nous verrons, nous en verrons quelques-unes, l'hypercalcémie, grand classique dans la sarcoïdose, en tout cas dans les dossiers de sarcoïdose, dans la présentation des patients de sarcoïdose, dans les examens et examens facultaires où il y a une sarcoïdose, il y a souvent une hypercalcémie, si ce n'est à chercher, sinon à trouver. L'uvéite est un grand classique aussi de la sarcoïdose, à rechercher. Les ganglions, autres que médiastinaux ou hilaires, peuvent être aussi donc, périphériques, axillaires, inguinaux, et seront à rechercher. La polyradiculonévrite est plus anecdotique. Les signes généraux sont possibles, notamment dans un syndrome que nous verrons, avec surtout de la fièvre et puis une altération de l'état général. Et la persistance de ces signes, de l'altération de l'état général très profonde, d'une fièvre très marquée, en dehors du syndrome de Löfgren, qui est ici détaillé, qui est un item de rang A, doit faire remettre en cause le diagnostic, si ce n'est renforcer son idée, renforcer le diagnostic positif. On enchaîne donc sur les atteintes médiastino-pulmonaires
et les associations de signes caractéristiques qu'il peut y avoir, avec, donc, comme je vous le disais, le syndrome de Lofgren, qui est un item de rang A, qui est à savoir, qui associe donc de la fièvre, une intradermo-réaction à la tuberculine qui sera négative, ou en tout cas il y aura une anergie, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réaction à la tuberculine, alors même que le patient avait peut-être une IDR positive par avant. Ganglions médiastinaux, c'est le G, l'érythème nourreux comme nous l'avons vu, et les arthralgies. Et tout ça donne le moyen ménotechnique FIGEA, très utile, fièvre, intradermoréaction, granulome, érythème nourreux, arthralgie. Il y a d'autres associations de signes caractéristiques, le syndrome de Hertford ou le syndrome de Mikulicz, qui en fait ne sont pas spécifiques de la sarcoïdose, mais l'association de ces signes, par exemple d'une uvéite, d'une parotidomégalie, paralysie faciale périphérique et de la fièvre, constitue le syndrome de Hertford qui peut se voir dans la sarcoïdose, mais la sarcoïdose n'est pas la seule étiologie d'un syndrome de Hertford ou le syndrome de Mikulicz. Encore un item de rang A, à savoir les signes radiologiques de la sarcoïdose. On voit ici que la stadification de l'atteinte médiastino-pulmonaire, de l'atteinte pulmonaire de la sarcoïdose est radiologique et en fait radiographique. Malgré l'avènement, large généralisation du scanner thoracique, la stadification demeure sur la radiographie. Avec un premier stade qui est stade 0, où un patient a un diagnostic d'une forme extrathoracique. D'un stade 1 avec des adénopathies iléaires médiastinales qui font jour, isolées, souvent bilatérales et symétriques, non compressifs, c'est un critère relativement important. Et puis, au stade 2, en plus des adénopathies, survient une atteinte parenchymateuse pulmonaire qui va venir surtout se loger au niveau des lobes supérieurs et moyens des poumons et associé et à type donc de condensation réticulo-nodulaire. Le stade 3, les adénopathies disparaissent, il persiste l'atteinte parenchymateuse. Et le stade 4, c'est le stade de fibrose pulmonaire qui est alors irréversible. Le scanner thoracique va nous montrer exactement la même chose, mais il n'y a pas de classification, de stadification établie sur le scanner, je le répète. Il va permettre de détecter plus tôt la fibrose parce qu'on verra mieux les choses, on verra mieux le parenchyme. Et puis, avoir un scanner donc, avec des éléments de fibrose particulièrement profus, une maladie particulièrement développée, laisse à penser que le pronostic peut être moins bon. Il pourra détecter les complications de façon plus efficace que la radio thoracique, avec notamment une éventuelle greffe aspergillaire qui, comme vous le savez, dans la tuberculose, peut aller se greffer dans une cavité, dans une localisation intrapulmonaire, une cavité laissée donc par une lésion de quelque origine qu'elle soit, en l'occurrence ici la sarcoïdose. Le paramètre fonctionnel, finalement comment le patient va tolérer son atteinte pulmonaire, sera évalué par les épreuves fonctionnelles respiratoires et il y a surtout donc un syndrome restrictif en lien avec l'atteinte pulmonaire de la sarcoïdose. Ici, vous avez donc un récapitulatif, un rappel des épreuves fonctionnelles respiratoires et des particularités retrouvées en cas de syndrome restrictif, ici pour la sarcoïdose, syndrome obstructif, qui peut y avoir très rarement, en tout cas pas de façon isolée dans la sarcoïdose, qui peut être rarement mixte ici, avec les éléments importants qui sont le VEMS, la capacité vitale, le TIFNO, la capacité pulmonaire totale et le volume résiduel. Nous verrons dans la seconde vidéo les autres atteintes
thoracique.